C'est horrible, hein, mais je le sens des fois que c'est un peu limite une honte d'avoir de l'ambition quand t'es une femme. Aujourd'hui, nous sommes avec Ophélie Van-Brommersch, CEO des lunettes de Zac. À seulement 24 ans, Ophélie figure dans le prestigieux classement Forbes 30 Under 30 grâce à son entreprise en pleine expansion, avec laquelle elle est en train de transformer totalement l'industrie du recyclage. Dans ce podcast, nous nous glisserons dans la peau d'une entrepreneuse à impact. Bon visionnage. L'idée, du coup, je l'ai eu à 17 ans. Je l'ai pas lancée à 17, mais j'ai lancé la boîte, j'avais 19 ans. Et j'ai fait quand même mes 5 ans d'études à côté. Tu vois, j'ai grandi en me disant, faut que tu fasses 5 ans d'études. Et ça, je sais que c'est une chance de me dire, j'ai grandi dans une famille où c'était logique pour moi de faire des études. Objectivement, mes études m'ont pas servi à quelque chose. Enfin, elles me servent parce que j'ai rencontré des personnes incroyables. Mais en fait, t'auras jamais rien de plus que la réalité de l'entrepreneuriat. Et à la fin, sur les 42, t'as 5 lauréats. Et j'ai eu la chance d'être dans les 5 lauréates. J'avais des rendez-vous une fois par mois avec le vice-président de Microsoft. Et en plus, j'avais un voyage dans la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social. Et en fait, c'est avec eux, du coup, je suis partie là-bas. Un gros sujet chez les entrepreneurs, t'en as pas mal qu'il faut la levée de fonds comme une fin. Et alors que pas du tout. Enfin, si t'as de l'argent, c'est pour développer la société. T'as pas de l'argent pour de l'argent, tu vas pas le mettre dans ta poche. Hein. Ouais. Et ça, pour moi, c'est un truc vraiment important de se dire, en fait, l'argent que tu vas chercher, c'est parce que tu veux aller plus loin. Tu vas pas faire une levée parce que tu veux de l'argent. Enfin, si tu pars de cette mentalité-là, pour moi, c'est mort. Et dans 3 ans, ta boîte, elle est morte. Et encore 3 ans, je crois que je suis gentille. Les femmes, j'ai l'impression qu'on a souvent un plafond de verre. Moi, il y a une fille que je connaissais, genre je trouve ça dingue maintenant, mais c'est ma vision, et chacun fait ce qu'il veut. Mais genre des modèles de personnes qui ont envie du truc tradwife, etc. Tu sais, un peu femme traditionnelle, reste à la maison et tout. Mais à un moment, t'as eu ça qui a pumpé sur les réseaux, j'étais, mais en fait, il y a des femmes qui se sont battues pour les droits, ok, ça peut être ta vision et tout, mais il faut pas non plus l'écraser, parce que en fait, je pense que en tant que petite fille, c'est bien de pouvoir voir ce que tu veux toi, et pas te laisser influencer, et je pense que les algorithmes jouent beaucoup là-dedans. Enfin, moi, on m'a souvent dit, avant pour ma vie perso, là, ça va très bien, mais que genre je pouvais faire peur aux hommes. Je dis, mais pas du tout, enfin, dans ma vie perso, genre, je suis super douce et tout, et enfin j'ai le droit dans ma vie pro de me dire bah en fait c'est mes convictions, je suis engagée et tout, et pour autant dans ma vie perso ça n'a rien à voir. Et je pense aussi qu'il faut changer les modèles de réussite. Quand je vois des modèles de réussite, c'est du Dubaï, des choses comme ça, bah en fait est-ce que c'est vraiment ça qui te fait te rendre heureux? Genre est-ce que tu vas pas être plus épanoui à... En fait c'est ça, c'est pourquoi le modèle de réussite c'est ça aujourd'hui, c'est de la surconsommation et tout. J'ai rencontré des entrepreneurs, ils savent même plus combien de voitures de luxe ils sont ou où elles sont, parce que en fait c'est plus ça leur valeur. Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur ce podcast Impacting Talk. Comme vous le savez, ici nous accueillons au quotidien des personnes aux parcours inspirants qui sont là pour partager avec nous leurs réussites, leurs échecs, mais surtout leurs conseils. Les amis, aujourd'hui nous sommes avec Ophélie Van-Brommersch, CEO de l'enseigne Lunettes de Zac. Son parcours lui a valu le fait d'être nominé dans la célèbre rubrique Forbes 30 Under 30. Mais les amis, vous verrez ce podcast, il sera très enrichissant. Restez bien concentrés et vous ne serez pas déçus. Avant tout les amis, j'ai une chose à vous demander. Veuillez liker la vidéo, vous abonner si ce n'est pas encore fait et surtout la partager. Ce sont ces actions-là qui permettront à la chaîne de se développer et d'aller de l'avant et de ramener de plus en plus d'entrepreneurs. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Ophélie, bonjour. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien te présenter? Oui, bien sûr. Je m'appelle Ophélie Van-Brommersch, j'ai 24 ans. Je suis la fondatrice d'une start-up qui s'appelle Zac. Et ce qui m'anime dans la vie, je pense que c'est de faire bouger les choses qui ont du sens pour moi, comme l'inclusion de personnes en situation de handicap, développer des solutions d'économie circulaire et tout simplement démocratiser l'entrepreneuriat qui a du sens. Et dans cette dynamique-là, je suis aussi ambassadrice du mouvement Impact France et je suis l'ambassadrice Niveau Hauts-de-France. Ok. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a inspiré à faire ce que tu fais en ce moment? Ok, alors du coup en fait moi je porte des lunettes depuis que je suis toute petite parce que du coup ma première activité c'est Zac, on développe l'optique reconditionnée des lunettes en France et en fait depuis toute petite j'ai un tiroir rempli de lunettes qu'on n'utilise pas dans la famille et puis un jour à la fin d'un cours de philosophie je regarde mes lunettes et je me dis mais qu'est-ce qu'on fait de ces anciennes lunettes? Et du coup un petit déclic à ce moment-là et bon bref le cours de philosophie se passe etc. Et fin de ma première année à la Cato, on va faire un business plan sur la bière, étant lilloise. Et du coup, je vais voir mon professeur et je lui dis que j'ai une autre idée. Et donc ça, après, on pourra, je pense, parler du développement de l'idée. Mais du coup, la petite graine, elle est venue de là-bas. Et je pense que cette petite graine, elle vient du fait de mon éducation. En fait, moi, mes grands-parents étaient agriculteurs. Et du coup, j'ai toujours vu mon père faire ultra attention à tout, préservation de la planète et tout. Et d'un autre côté, j'ai une maman qui était ultra engagée, plutôt au niveau social. Et malheureusement, elle est tombée malade. Et pendant qu'elle était malade, elle faisait des petits bouquins et des tableaux pour expliquer aux personnes ce que c'était
ce que c'était parler soit de la maladie, soit des inclusions, parce qu'une de ses sœurs est en situation de handicap. Et tout ça, elle le signait Zach. Et c'est pour ça que la boîte s'appelle Zach. Donc je pense que les épreuves un peu compliquées m'ont donné une vraie force de me dire, en fait, j'ai envie de m'engager pour des choses qui ont du sens. Et elle m'a laissé 2 choses quand elle est partie. La vie est courte, du coup, il faut y aller vraiment. Et sois indépendante. Ok. C'est vraiment en fait ton environnement qui t'a conditionné à être sur ce chemin en fait. Je pense, et après, ton environnement, il évolue. Et il faut savoir tirer les bonnes choses de chaque environnement où t'es et laisser les mauvaises, parce que je pense qu'on va changer d'environnement toute nos vies. Peut-être que tes amis d'il y a 5-6 ans sont plus forcément les mêmes que t'as maintenant. Ouais, Enfin, moi, j'en ai encore aussi, mais plus tous, tu vois. Donc, ouais, effectivement. Donc c'est ton premier business ou... ouais, alors du coup, Zach, alors il y a Zach Store, qui est le côté magasin. En gros, du coup, on développe l'optique reconditionnée en France. On collecte les lunettes inutilisées des Français. On les reconditionne avec des personnes en situation de handicap ou d'insertion. Et ensuite, on les remet sur le marché à moindre coût. Donc, premier business, Zach Store, qui est le magasin. Là, on a une boutique dans le Vieux-Lille et on a une deuxième qui va ouvrir à Amiens. Et deuxième boîte, 2 ans après le lancement de la société, on collectait 180 000 lunettes par an. Et on s'est dit, mais en fait, un magasin, t'en remets 1500, 2000 sur le marché par an. Qu'est-ce qu'on va faire des centaines de milliers de lunettes restantes? Et en fait, on a des opticiens qui nous demandaient de développer le reconditionné chez eux. Et du coup, on a créé une deuxième société, qui est une société en B2B, où en fait, on va être fournisseur de montures reconditionnées chez les opticiens. Donc, première boîte, concept de reconditionnement de lunettes avec un magasin. Et deuxième, des corners de seconde main chez les opticiens. On a un peu le back market de la lunette, si tu veux. Je vois que là, ton business est plutôt bien établi. Ouais. Comment se sont déroulés les débuts? Comment est-ce que tu as fait pour trouver, par exemple, du financement? Les débuts, moi j'étais assez jeune quand j'ai lancé l'idée. Du coup, je l'ai eu à 17 ans. Je l'ai pas lancé à 17, mais j'ai lancé la boîte, j'avais 19 ans. Et j'ai fait quand même mes 5 ans d'études à côté parce que je pense que c'est une chance aussi. J'ai eu mon papa, mais je pense que j'ai grandi en me disant, faut que tu fasses 5 ans d'études. Et ça, je sais que c'est une chance de me dire, j'ai grandi dans une famille où c'était logique pour moi de faire des études. Et j'ai grandi comme ça. Mais du coup, la contrepartie, c'est que je sentais que j'étais entrepreneuse et j'avais pas le choix dans ma famille de me lancer dans mes études et de continuer. Et du coup, je me suis dit, je vais développer les 2 à côté. Objectivement, mes études m'ont pas servi à quelque chose et du coup, elles me servent parce que j'ai rencontré des personnes incroyables, mais en fait, t'auras jamais rien de plus que la réalité de l'entrepreneuriat. Enfin, il y a personne qui va me prendre à reconditionner des lunettes en cours d'éco-fi, tu vois, ou un truc comme ça. Et du coup, donc ça c'était comment ça s'est lancé petit à petit comme ça. Attends, tu peux me redire ta question? Du coup, je me suis perdue. Non, en fait, je demandais comment est-ce que c'était les débuts et comment est-ce que tu as fait pour obtenir du financement? Oui, et du coup, pour les premiers financements, ce qui était assez particulier chez moi, donc vraiment les tout premiers, comme j'étais étudiante, il y avait plein de concours étudiants pour étudiants entrepreneurs. Et en fait, je pense que j'ai eu quasiment, je crois, 47 000 € en concours étudiants cumulés. Et en fait, du coup, ça te prête un premier financement. Ah, ça marche vraiment ces concours-là? Ah, pour le coup, ouais, moi, j'en ai gagné 2 ou 3 à 10 000. Et après, tu complètes du 7 000, du 2 000 et tout. Et franchement, ça m'a vachement aidée. Ça me permettait en même temps de rencontrer du monde, faire mon réseau. J'étais encore à l'école. De constituer une petite trésor, un petit capital pour aller chercher après du prêt, ce que j'ai fait. Et après, aussi, ça te fait grandir sur ton idée parce que tu rencontres, mine de rien, des gens qui sont plus d'expérience que toi. Quand t'as 19 ans, t'as pas encore une expérience de dingue. Voilà. Tu débutes. Ouais, tu débutes. Et du coup, tu fais évoluer ton projet sans prendre trop de risques. Et du coup, c'est comme ça. Donc, premier avec les concours, premier petit package. Parce que vraiment, au début, j'avais rien. Je suis partie... j'avais pas d'argent. À 19 ans, j'avais bossé chez Otera et Hollister 3 mois dans ma vie, tu vois. Et j'avoue que l'argent, je l'avais utilisé. Et du coup, non, j'avais rien. Et du coup, concours. Et après, j'ai été voir ma banque la première fois. Et du coup, pour revenir au concours, ce sont des prêts ou ce sont des... Subventions. Donc des dons, si tu veux. Ah, des dons? Ouais. Ok. Donc en fait... c'est comme si, du coup, quand tu vas voir une banque, c'est comme si c'était de l'argent propre que tu mettais. Et du coup, en fait, parce que des fois, même je crois que j'ai eu un chèque, tu vois, il était à mon nom. Ouais. Parce que justement, ils considèrent... t'as pas mal de personnes... Et c'est ce que là, je suis actuellement en levée de fonds, c'est ce qu'ils disent aussi souvent les investisseurs. Ils vont des fois même plus parier sur le porteur de projet que sur la société, même si l'idée elle est top et tout, parce qu'ils considèrent qu'un bon entrepreneur, faut qu'il sache faire pivoter l'idée. Nous, Zach, je pense qu'elle a évolué 3 ou 4 fois. Et du coup, ils vont plutôt parier sur l'entrepreneur qui va savoir gérer ça et gérer dans l'instabilité que le super projet, la bonne idée. C'était pas le bon entrepreneur. Donc, ce qui dit que des fois, je crois que j'ai eu un chèque de 10 000 € qui était à mon nom. Bon, après, en fait, tu réincorpores dans la société. Mais après, le reste, c'était sur la boîte et c'était que de la subvention.
Au final, je retiens que c'est ta personnalité qui t'aide quand même à te démarquer lors de ces concours-là. Ah bah carrément, t'as le projet aussi, Ouais. mais après si t'arrives pas à en fait faut être expressif, tu vois. Je pense qu'il faut savoir communiquer et ça c'est d'ailleurs une des clés, je pense, apprendre à bien communiquer sur ton projet. Je sais que moi j'ai un défaut, c'est que je parle vite. Je sais pas si là ça se ressent fort, mais quand j'étais plus jeune, vraiment c'était encore plus catastrophique. Et ouais, je pense qu'il faut déjà travailler, enfin un truc que je dis souvent, je pense qu'il faut travailler sur toi en tant que personne pour être un bon entrepreneur. Et quand tu vieillis, c'est travailler sur toi pour être un bon manager. Parce que quand tu as des équipes, tu peux pas montrer tes faits. Enfin, tes équipes, elles ont besoin que tu sois solide. Ouais, si. Et quelles ont été les principales difficultés que tu as rencontrées dans la mise en place de ton activité? Financement, ça c'est parce que quand on arrivait en développement, en fait, pour te revenir sur les étapes de la boîte, du coup, pendant que j'étais étudiante, première boutique qu'on a lancée, c'était à l'usine de Roubaix. Et en fait, du coup, on teste, etc. Ça vivote. C'est pas une réussite de dingue. Et en fait, au bout de 6 mois, on se rend compte que 60% de notre clientèle est dans le Vieux-Lille. Du coup, on va aller chercher du financement pour aller dans le Vieux-Lille. Et ce qui se passe, c'est que là, on avait un bail précaire, t'as pas droit au bail et tout. Le Vieux-Lille, c'est pas le même budget, hein. Donc là, il faut que tu ailles rechercher un plus gros financement. Et du coup, là, tu galères un peu plus. Donc ça, c'est premier sujet, mais ça a été. Enfin, c'est une difficulté, mais je pense que les difficultés sont là pour être appréhendées et du coup les surmonter. Donc première, c'était financement et faire comprendre que tu es quand même sur de l'innovation, mais en même temps, c'est pas sur l'innovation totale, donc tu es dans l'entre-deux. Deuxième, c'est les équipes. Enfin, trouver les bonnes personnes au bon moment, accompagner et manager quand toi, tu demandes à quelqu'un de faire et en fait, t'es pas encore expert de ton truc. Je pense que c'est les deux plus grosses difficultés. Et après, peut-être un équilibre de vie pro, vie perso. Parce que t'as pas encore toutes les clés à 19-20 ans de santé mentale et tu les comprends pas encore. Que tu peux les avoir à 25, 30 ans, enfin plus de bouteilles. Mhm. Et pour revenir à cette question de l'équilibre, comment est-ce que tu as fait pour surmonter ça? Est-ce que tu as eu un mentor, un Ouais, coach? ouais. J'ai deux personnes qui m'ont vachement aidé dans ma vie et je suis tout à fait ouverte pour en parler. Déjà, j'ai été voir une psy. Ok. Et pour moi, je trouve que c'est ultra important. En gros, et je trouve que c'est dommage. Et t'as plein de coachs et tout, qu'on en plein. Enfin, tu vois, plein de sportifs et tout. J'adore les podcasts des sportifs. Je pense que j'en écoute beaucoup. Et t'en as beaucoup. Je crois que c'est Teddy Riner, etc. Ils ont tous des coachs depuis toujours, tu vois, qui les suivent depuis 10-15 ans. Et je comprends pas pourquoi ça peut des fois encore être un tabou. En France, si tu veux, tu travailles sur ta santé physique et tu vas faire du sport pour travailler dessus, ton cerveau, c'est un sorte de muscle aussi, il faut que tu travailles dessus. Donc ça, j'ai eu une psy quand j'ai perdu ma maman. Du coup, je me disais, attends, c'est un truc pas normal, tu la perds à 17 ans, c'est une bonne démarche d'aller dedans. Et en fait, je me rendais compte que je débloquais plein de trucs et je me suis dit, en fait, je vais continuer de la voir une fois par mois parce que ce que je vis, j'ai 20 ans, tout le monde n'a pas de société, mes potes, je peux pas trop leur parler de ça. Donc du coup, c'est normal d'être accompagné. Première chose, première personne clé. Et la deuxième, j'ai rencontré il y a 2 ans en tant que mentor. C'est ma coach, elle s'appelle Emmanuelle Ridon. Elle a lancé sa boîte, elle avait 23 ans, elle a revendu à 37 ans. Et en fait, elle avait 15 ans de plus, enfin, elle a eu il y a 15 ans mon parcours. Et du coup, j'avais un peu pas un modèle, mais tu vois, une visualisation d'une personne qui m'inspire. C'était ça, une inspiration. Et ça, je trouve que c'est hyper porteur. Et c'est bien que ce soit pas les deux. Parce que à ta psy, tu peux parler de tes problèmes perso, c'est un ensemble. Ta coach, elle va être vraiment sur, allez, il faut y aller, tu vois. Genre, c'est le business, elle avait des très beaux résultats et tout, donc c'est très inspirant. Et dernière chose levier où je me suis fait bien entourer, et ça, c'est un conseil que je donne à des entrepreneurs plus aguerris, quand tu es dans une boîte de développement, c'est faire, nous, ce qu'on a appelé un board de bienveillance. En gros, on a pris 7 anciens entrepreneurs, experts métiers ou autres, enfin 5 plutôt, qui viennent nous aider à développer. Et toutes les 6 semaines, on se réunit, on leur dit où on en est sur 2 heures la stratégie, on mange ensemble. Et du coup, ça te donne un boost. Ils sont multi-entrepreneurs de trucs et tout. Et en fait, tu as un regard tout à fait différent de leur vision. Et ça t'aide vachement et ça te remotive. Et tu fais comment pour les trouver, ces gens-là? LinkedIn, ça m'a beaucoup aidé. Après, c'est par réseau. Par exemple, ma coach en fait partie, mon avocat en fait partie. Et en fait, c'est au fil des années, tu les rencontres et c'est des personnes aussi où tu as l'impression que, enfin, c'est bizarre à dire, mais que tu as le même cœur, tu vois. Genre, c'est la même chose, c'est ton même moteur. Et du coup, ouais, on a travaillé avec eux. Et là, ça fait 2 ans, je crois qu'on a mis en place ce board. Il a un peu évolué parce que tu as des parcours de vie, t'en as qui sont partis dans d'autres pays et tout. Mais en fait, ça se passe tellement bien qu'ils nous recommandent des copains qui sont dans la même branche de secteur et qui savent qu'ils sont animés. Ok, je vois. Mais ça, c'est un vrai, enfin, ça marche vraiment bien pour le coup. Mais effectivement, comme tu le disais, je pense pareil qu'il faut briser ce tabou du fait d'aller voir un psychologue. Ouais. Les gens, ils ont trop tendance à penser que tu es fou ou que ça va pas, mais en fait, c'est normal, quoi. Carrément. Mais moi, je pense que tout le monde. Enfin, en fait, on a tous des histoires de vie différentes. Ton voisin, ton pote, ton ami, ton père, ta mère, enfin, j'en sais rien.
Ils vont pas vivre les choses de la même façon parce qu'on est tous fichus différemment. Et du coup, pour moi, c'est normal d'extérioriser. Et tu peux devenir la meilleure version de toi-même, mais c'est pas ton ami qui va pas devenir la meilleure version de toi-même. Enfin, je sais pas si tu Ouais, si, comprends. si. Ouais, je comprends. Et j'ai pu voir, non, juste avant, je vais te poser une autre question. Tu parlais du fait aussi du recrutement. Ouais. Étant jeune, euh, est-ce que ça a été plus facile de manager des gens qui parfois pouvaient peut-être être plus âgés que toi? Alors, j'ai pas eu pour l'instant le plus que j'ai eu, mais ça va changer. C'était 3, 4 ou 5 ans. Ouais. Mais là, je recrute des gens qui ont 40 ans. Ouais. Et en fait, voire un peu plus. Et même, il y a des gens avec qui j'ai passé le recrutement qui avaient la cinquantaine passée. Et en fait, tu as un truc, la pyramide des âges. Tu as tellement à t'apprendre l'un et l'autre quand la personne est ouverte que si la personne, elle comprend que tu vas lui apporter beaucoup, il n'y a pas de problème. Et en fait, après, c'est aussi la posture que tu as, toi, en tant que dirigeant. Et du coup, si tu arrives à emmener quelqu'un, là, ça devient juste un chiffre et tu dis, ma vision, c'est ça. Toi, tu es bon dans ça. Moi, je suis bien dans ça. Viens, on avance ensemble. Et en fait, pour moi, c'est plutôt une question de posture et comment tu te sens ancré dans tes baskets qu'une question d'âge. Et du coup, ça a jamais été... J'ai toujours su donner le cap et je me verrais très bien... en fait, pour moi, on travaille ensemble. C'est pas Le management, pour moi, c'est aller développer, que tu sois un petit peu comment dire, tu vas éclairer et tu vas permettre à la personne en face de développer des choses qu'elle n'a pas encore vues chez elle. Tu vois, enfin, c'est gagnant-gagnant. Ouais. Et du coup, tu peux le faire à tout âge. Et au contraire, c'est encore mieux parce que nous, notre génération, on a peut-être tendance à un peu plus se ressembler que quelqu'un qui a 30, 40, 50 ans. Et il va peut-être moins me ressembler. Et du coup, il peut m'apprendre des trucs et moi, je peux lui apprendre des trucs. Ok, et sur ton profil LinkedIn, j'ai pu voir que tu figurais dans le classement Forbes Oui. 30 Under 30. Oui. Déjà, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est le classement des 30 jeunes. Alors, il y a différents titres qui se démarquent le plus sur l'année. Forbes, c'est un média qui, de base, vient des US, si je ne me trompe pas. Et tu as eu des personnalités autant médiatiques qu'autant des influenceurs, autant que des sportifs, autant que des youtubeurs. Par exemple, tu as eu Hugo Décrypte l'année dernière. Tu as eu le basketteur très grand, Wemba, je suis désolée. Wembanyama. Ouais, voilà, c'est ça. Tu as eu Lena Situation dedans, tu as eu Mbappé. Cette année, tu as des gens des JO. Tu as Hugo Décrypte aussi. Et du coup, en fait, on est une trentaine à être nominés dans cette range-là. Et après, tu as beaucoup de start-upers. Par exemple, j'ai un ami qui a lancé Chermigo, qui est avec moi aussi cette année. Enfin, un ami, enfin, on a lancé à peu près à la même période. Donc voilà, donc c'est différents types et c'est pas que entrepreneuriat, c'est assez divers. Et c'est peut-être les gens qui se démarquent sur l'année. Et du coup, c'est une reconnaissance, si tu veux. Et comment toi, tu as fait pour y figurer? En gros, l'année dernière, j'étais dans les finalistes. Déjà, Forbes, tu peux postuler en tant que candidat. Et du coup, l'année dernière, moi, j'étais dans les finalistes, donc j'étais invitée à la soirée. Non, je ne sais pas si j'étais dans les finalistes, mais en gros, j'ai reçu une invitation pour aller à la soirée l'année dernière pour assister aux personnes qui étaient nominées de 2023. Et j'y suis allée et tout, t'as une trop bonne énergie. Et du coup, quand j'ai pu recevoir, je sais plus si j'ai reçu un lien par mail ou quoi pour me dire, postule ta tête, où il y a des gens qui m'ont recommandé et tout, qui m'ont tagué, je me suis dit, bon, en vrai, parce qu'ils ont besoin, tu sais, un peu d'infos pour écrire un article, genre, je sais pas, enfin, ta boîte, la description de ta boîte, ce que c'est, le nombre de clients, enfin, j'avais mis quelques datas comme ça, parce que logique, quand t'écris un article, t'as besoin de data. Et du coup, je l'ai fait, mais en fait, je l'ai su, genre, 2 jours avant, t'as quelqu'un de Forbes qui m'appelle, il me fait « Oui, bonjour, on a réservé un hôtel face à la Tour Eiffel pour prendre des photos et faire une interview. Est-ce que vous êtes dispo ?» Et je sentais que le bouquin allait sortir. Et j'ai fait « Bah oui ». Dans ma tête, je me suis dit « Ça sent bon, si la personne, elle t'appelle et tout. » Mais je pensais pas du tout. Enfin, je pensais pas cette année être dans le classement. Enfin, quand tu dis t'as des personnes comme Lena Situation, Mbappé, tu te fais « Bon, moi, je vends des lunettes reconditionnées. » Après, c'est cool, c'est différent. On disrupte le marché et ça motive. Et comme je sais que je travaille beaucoup, je travaille énormément. Et je pense qu'il y a 2-3 ans, j'aurais pu avoir le complexe d'infériorité et tout. Je pense juste que je suis bonne dans mon domaine et c'est le principal, comme chacun va performer dans son domaine. Tu n'as pas eu ce syndrome de l'imposteur, là? Je pense que je l'avais quand j'étais plus jeune, mais je suis contente de ne plus l'avoir. Et au final, ça a dû t'ouvrir des portes, non? Un petit peu, franchement, c'est beaucoup de la visibilité. Hein. Surtout que j'ai eu de la chance. Sur LinkedIn, le post, il a surcartonné. Tu as aussi la CEO de Leroy Merlin. Agathe, elle avait 28 ans quand elle dirigeait Leroy Merlin et tout, enfin un modèle et tout. Et en fait, même mon école, elle a repartagé, je crois qu'il y a eu genre 1800 likes sur mon post. Alors t'imagines les impressions, plus sur mon compte, plus le compte de Forbes et tout. Et je sais pas pourquoi je crois que j'étais le 2e profil avec Agathe, qu'ils ont été les plus visibles sur tout le réseau. Donc ouais, ça m'a créé des opportunités de dingue.
Là, comme ça, je saurais plus te dire, mais ça va être avec des collectes, des opticiens, des opportunités médias. Ouais. Mais ça peut être soit direct, et après, ouais, c'est beaucoup de la visibilité. Bah, c'est un classement qui sert aussi pour moi de la visibilité. Et c'est un... Même, tu vois, là, comme je te disais avant, on est en levée de fonds, ça donne de la crédibilité aussi. Visibilité, crédibilité. Mhm. Ok. Et pour revenir à cette question, bah, du coup, la levée de fonds, euh, comment est-ce que tu fais pour convaincre tes investisseurs? Parce que tu m'as dit qu'aujourd'hui, par exemple, Ouais. tu t'es allé en rencontrer. Comment est-ce que tu fais pour la convaincre d'investir dans ta boîte? Alors, tu prépares bien. Tu prépares très, très bien. Tu prépares bien à la fois tes éléments financiers, ton business plan. Il faut que tu saches expliquer où tu vas et il faut que tu saches aussi détailler de façon opérationnelle comment tu vas arriver à ces chiffres-là. Donc en fait, c'est beaucoup de la stratégie en amont, de savoir te dire, bah ok, dans telle année, par exemple, ma vision, c'est d'être le leader du marché reconditionné en France. C'est quoi mes freins? Mes freins, c'est ça, ça, ça. Ça va être quoi ma stratégie pour mettre ça en place? Et du coup, à la fois, bah, la stratégie, je la mets sur le papier. Par exemple, je sais pas, je veux développer la collecte avec La Poste, je sais pas qui, etc. Donc du coup, ça, pour arriver là, qu'est-ce que je vais mettre comme moyen financier en face? Et du coup, ça me fait mon business plan et ma stratégie. Je synthétise tout dans des slides. Et après, tu fais des rendez-vous, tu vas toquer aux portes, tu passes par des réseaux et tout. Et donc, la façon dont ça se passe en général, une levée de fonds, soit tu vas lever avec des business angels, des particuliers qui ont de l'argent à donner, qui peuvent avoir fait une réussite et autres, soit tu passes par des fonds, plusieurs façons, soit ils prennent des parts de capital, donc de ton gâteau de ton entreprise, soit ils mettent ce qu'on appelle des obligations convertibles ou non convertibles. C'est des choses qui peuvent être que tu payes avec des coupons, qui peuvent être convertis plus tard. Donc c'est pas du capital, mais plus tard ça peut être converti en capital. Je sais pas, c'est peut-être un peu complexe. Et, euh, et du coup, donc première étape, tu les rencontres, tu fais en général, et si ça les intéresse, ils vont te dire, bah écoute, j'en parle en pré-comité. Et En pré-comité, donc ça c'est pour les fonds, tu as un go ou un no-go. S'il y a un go, à ce moment-là, tu vas commencer à rentrer vraiment dans la valorisation de la boîte, dans les sujets un peu opérationnels. Et après, bah du coup, il faut que tous les fonds ou tous les BA, ils se mettent tous d'accord sur les packs, les conditions, sur quelle valo et tout. Et après, suite à ça, on se met d'accord, on signe les papiers. C'est vraiment très grossi. Et après, tu as les fonds qui arrivent. ouais. Donc, grosso modo, tu leur fais comprendre, enfin, tu leur fais voir ce qu'ils ont à gagner quand même. Ah oui, bah Et- tu leur fais. En fait, maintenant, je pense que pour lever des fonds, c'est pas que du financier. Enfin, de toute façon, moi, mon intérêt, c'est pas de faire que des boîtes pour gagner de l'argent. C'est vraiment pas ma vision. Moi, je pense que l'argent vient après quand tu fais des sociétés. C'est pas mon moteur premier. Mon moteur premier, c'est de faire changer des choses dans dans des marchés qui ont du sens, où il y a un besoin. Les lunettes, majoritairement, elles sont faites à l'autre bout du monde, dans des conditions. Enfin, je présume que tu as des lunettes de soleil ou de vue chez toi. Tu sais pas par qui elles sont faites, dans quelles conditions. Et souvent, c'est dans les mêmes conditions que le textile. Et du coup, il y a plein de choses à faire. Et en fait, moi, ça me révolte et je me dis, bah, je vais monter une société pour répondre à ce problème. Je vais trouver le bon business model pour que ce soit forcément, ça ramène aussi de l'argent. Mais ma première volonté, c'est de résoudre un sujet. Tu veux Du coup, vraiment- tu leur expliques qu'il y a un impact, qu'il y a un truc, parce que maintenant, il y a beaucoup de fonds qui aussi vont faire attention à ça. Et après, tu leur montres aussi qu'il n'y a pas qu'un impact. Ça a aussi un impact financier et économique, ça, c'est l'environnemental, quoi. Alors moi, je me disais qu'ils seraient juste derrière les bénéfices, combien est-ce qu'on peut se faire. Maintenant, ils font plus que comme ça. Après, il y en a peut-être, mais je pense que ce serait peut-être plus des BA qui ont une visibilité de se dire je veux que gagner de l'argent. Mais après, c'est aussi, enfin, c'est une question de sens de la vie et te dire est-ce que ton seul intérêt c'est que gagner du pognon ou c'est de rencontrer des gens, faire tes collaborateurs ils soient épanouis, que tu crées de l'emploi, que tu t'engages dans des. Enfin, ouais, c'est parce que je me suis vite posé la question du sens de la vie aussi, peut-être. Mm. Et donc aujourd'hui, pour toi, est-ce que pour obtenir du financement, lorsqu'on monte sa boîte, est-ce que c'est difficile? Ouais, pour le coup, ouais, surtout en ce moment, parce qu'en fait, t'as eu des survalos de boîtes il y a 2-3 ans énormes. Enfin, je pense que tu as dû voir, il y a eu des licornes françaises. Ouais. Et du coup, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit, va vous payer les pots cassés de ces dernières années, parce que du coup, bah, en fait, ils ont perdu de l'argent. Donc, maintenant, faire confiance aux startups, c'est beaucoup plus complexe actuellement qu'il y a 3-4 ans, quand tu levais hyper facilement. Il y avait un truc qu'ils disaient vraiment avant, tu levais sur un PowerPoint et tu te disais, bah vas-y, on peut y aller, alors que la société, elle n'existait pas. Pour moi, ce temps-là est révolu. Bien sûr, c'est mes paroles et tout, et pour moi, c'est révolu. Et une chose aussi, il faut pas lever trop vite. Il faut que tu aies une preuve de validation de marché, montrer que ton produit marche des achats. Et un gros sujet chez les entrepreneurs, tu en as pas mal qu'il faut la levée de fonds comme une fin. Et alors que pas du tout. Enfin, si tu as de l'argent, c'est pour développer la société. Tu n'as pas de l'argent pour de l'argent, tu vas pas le mettre dans ta poche, hein. Bah, Et ça, pour moi, c'est un truc vraiment important de se dire, mais en fait, l'argent que tu vas chercher, c'est parce que tu veux aller plus loin. Tu vas pas faire une levée parce que tu veux de l'argent. Enfin, si tu pars de cette mentalité-là, pour moi, c'est mort. Et dans 3 ans, ta boîte, elle est morte. Et encore 3 ans, je crois que je suis gentil. quelque part aussi, ça te génère un petit stress, non? Parce que tu te dis, ils ont mis de l'argent, ils croient en toi, Ouais, tu remportes des résultats.
Ouais, aussi, ouais. Mais après, t'es accompagné et je pense qu'il faut avoir des épaules un peu larges quand même pour gérer tout ça. Mais en fait, déjà, t'as la pression. Ce que je recommande au début, c'est de savoir prendre les risques toi-même. Déjà, va faire une dette bancaire, tu vois. Enfin, maintenant, t'as plein de prêts d'honneur où, du coup, les prêts d'honneur, c'est en général à taux zéro. Du coup, t'es pas garant ou des choses comme ça où ils te mettent en place des garanties. Et du coup, commence par ça. Mais déjà, t'as de l'argent à gérer. Vois comment tu gères cet argent et si tu le gères bien. Et une fois que t'as fait ça, va plus loin. Et ouais, si t'as besoin, ouvre ton capital. Mais pour moi, c'est pas une fin en soi. En fait, vaut mieux que t'aies 100% de ta maison et que tu la gères toi-même, tu t'endettes et tu rembourses petit à petit, que te dire, je vais aller chercher des fonds parce que t'as pas le choix, parce que tu as besoin de plus gros montants, quoi. Ouais. Et du coup, est-ce que le secteur du durable, c'est rentable? Oui, enfin, moi j'ai plein de potes qui lancent leur boîte là-dedans et c'est rentable. Enfin, la société, elle est rentable, elle fonctionne bien. L'autre projet, elle est en développement, donc ça se développe. L'autre société, ça fait vraiment 1 an qu'elle est en activité, mais elle se développe quand même et on n'a pas des gros écarts en résultat net, quoi. Et donc oui, et je pense que toutes les sociétés vont aller là-bas. Enfin, pourquoi en fait, on pourrait très bien. Pour moi, ouais, pour moi, c'est même les solutions d'avenir. Pour moi, ça va être les sociétés. Enfin, les gens vont aller vers ces solutions-là. Enfin, la question pour moi, c'est évident, c'est oui. Ok. C'est l'un de. Enfin, on n'est pas des assos, tu vois. Genre, on fait des business qui ont du sens et en même temps, on va générer de l'argent pour payer ces gens-là. Et au contraire, je pense que c'est levier. Je pense que l'argent, pour moi, c'est un moyen de faire plus de trucs. Du coup, ça dépend dans quoi tu veux mettre l'argent. Donc, faire plus de trucs qui ont du sens, quoi. Peux-tu nous expliquer comment fonctionne le processus de recyclage En, des lunettes? en gros, très concrètement, là, par exemple, j'ai une petite Yves Saint Laurent Vintage, mais c'est pas là où il y a le plus de travail, entre guillemets. Mais concrètement, monture plastique ou métal, l'idée, c'est qu'on va vérifier que la monture est encore en bon état, que c'est pas une contrefaçon. Et après, on va venir désosser la monture, on va enlever toute la visserie, on va mettre de la nouvelle visserie, on va vérifier que le drageoir, ce qui tient le verre, c'est encore en parfait état, qu'il n'y a pas d'entaille pour que ça puisse bien tenir. On va tout repolir, tout nettoyer et on va mettre des nouveaux éléments. Donc tout ce qui est visserie ici, ça serait changé. Si c'était sur une métal, tout ça, souvent tu as des manchons pour protéger les oreilles, ça va être changé. Tout ce qui est plaquettes, quand on a, c'est changé aussi. Et après, on remonte avec les nouveaux éléments de la monture. Et tout ça, c'est fait en France? Ouais, Tourcoing-les-Quins, c'est à côté d'ici. Et on les fait à 20 minutes du magasin qui est à Lille. Et l'idée, c'est de développer des centres de reconditionnement un peu partout en France pour créer de l'emploi local. Et quels sont les principaux défis liés à la gestion des déchets, du coup, les lunettes? J'allais dire du stock, mais même pas, parce c'est développer davantage la collecte. Et les déchets, c'est toutes les lunettes, elles sont pas revalorisables quand elle est mordillée, quand elle est trop vieille et tout. En fait, tout ce qu'on collecte, on peut pas le reconditionner. Donc, on fait de l'humanitaire, on offre des produits. Il y en a beaucoup qui servent à la formation, parce qu'on travaille avec des personnes en situation de handicap et d'insertion. Et du coup, dès qu'on remet en route la mission, il y a un peu de perte. Donc, d'abord, on dit que leur deuxième vie, elles servent en formation. De toute façon, on n'aurait pas pu les remettre sur le marché. Donc, ouais, c'est développer les gisements de collecte, je pense. Et je sais pas si tu l'as dit au début, mais en fait, grosso modo, que représente ton business en chiffres? Quels chiffres tu as envie de nous partager? On fait du x2 tous les ans, si ça c'est un truc depuis le début. Voilà. Là, on va chercher à environ 1,2 million en termes de levée. On collecte. Cette année, on devrait être à 300 000 lunettes collectées. Et on a 250 opticiens qui nous distribuent en France. Ça te va comme chiffre? Ouais. C'est bon. Tu emploies combien de gens? Là, du coup, j'ai 10 personnes en interne, Ok. dont 4 alternants et 12 personnes en situation de handicap et d'insertion. Mais ça, c'est de l'emploi indirect. Ok, je vois. Bon, ça fait ça fait un peu de monde quand même. Ouais. Beaucoup de monde. Ouais. As-tu des anecdotes à nous partager par rapport à ton activité ou même à ton parcours d'entrepreneur? Bon. Alors, franchement, j'en ai plein, mais j'aurais dû les préparer. Ah, tu t'en rappelles peut-être pas. Bon, t'inquiète. si ça te revient pendant. T'as envie de parler de quoi? Parce qu'en vrai, je pense que je peux t'en sortir. C'est quoi les lancements, Ouais, le lancement par exemple. Lors du lancement, est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Ou est-ce qu'il y a. Le plus bizarre, je me souviens que le premier jour qu'on a ouvert la boutique à l'usine de Roubaix, bon, c'était notre plus gros jour à l'usine, mais en fait, 10h, il y avait personne. 10h30, t'as plein de gens qui sont arrivés, et première journée, donc t'as des gens qui venaient pour nous, on avait fait 3 000 € de chiffre d'affaires. Et quand toi, tu dis, waouh, c'est trop bien, ça fait grossir et tout. Et du coup, ouais, non, ça, je me souviens de cette journée-là très bien. Quand on a lancé le site B2B Pro aussi, en 10 minutes, alors qu'on avait 60 produits, 60 packs de 20 montures, plus rien. Et dès qu'on mettait un produit, 2 secondes, le produit partait. Et ça, c'était fou.
Le passage au JT de TF1 aussi, c'était incroyable. Ah, vous êtes passé sur TF1? Ouais, on a fait le JT de TF1 et je crois que le site en 10 minutes, même pas, enfin non, du lance, enfin le moment où on passait, on a fait 10 000 connexions. Donc ça, c'était incroyable. Ah si, j'ai une anecdote. On fait tout le temps la braderie de Lille. Chez nous, c'est une institution. On met un DJ et tout. Ouais, on met un DJ et tout au-dessus. Et du coup, il y a France 5 qui était venu nous filmer pour la braderie. Et donc ça, c'est une anecdote plus perso, mais je raconterai l'autre aussi après. Et en fait, il y avait tellement un succès. Le mec, il me fait attends, on va aller marcher sur la Grand Place. Il me faisait me défiler et tout. Il me filmait là comme ça derrière. Les gens me prenaient en photo. Moi, j'étais made of quand je suis une star et tout. Il y avait un drone et tout au-dessus. Donc j'étais mais mon Dieu. Donc j'ai fait non, je peux pas faire ça. Mais ça faisait très bizarre. Et en fait, l'anecdote est que du coup, t'as pas le droit d'utiliser un drone. Je sais même pas si je peux dire ça. Et en fait, le drone, ils l'ont fait tomber sur les flics. Genre, les personnes sur qui peuvent faire tomber le drone. Et du coup, on a dû arrêter le tournage. Genre, à 17h, ils sont revenus au magasin, ils ont fait « Ouah, ça va pas du tout ». Donc ça, en vrai, mon père, il était en panique. Parce que mon père, il aime bien venir à la braderie. Et il adore venir aider et tout. Il fait un peu garde de sécu, donc c'est drôle. Et ouais, donc ça, c'était... Vous avez pas fini en GAV ou quoi que ce soit? Non. Bah, c'est juste qu'ils ont pas d'autorisation et tu comprends pour un événement comme ça, tu vois. Après, ça avait des très belles images. Mais le reportage de France 5 a hyper bien marché. Et après, on fait tout le temps en fait, on fait tout le temps des soirées ZAC. On en fait une par mois. Mais moi, en vrai, je préfère limite les anecdotes limite perso parce que c'est des moments avec des gens. Et là, il y a pas longtemps, avec les JO, on fait une soirée au Molki avec l'équipe. Du coup, on va à la Citadelle, on fait un petit Molki et tout. Et là, il y a un mec qui vient nous voir. Il parle anglais et il nous dit je peux regarder. On dit ouais. Et là, il commence à nous entendre un petit sachet. Il dit oula, le truc, il y a du coloré dedans. En fait, c'était un pins. Et dans le pins, il y avait genre les grands anneaux des JO avec un caméraman et un basket. Et après, on continue le molki, on voit qu'avec 3-4 copains, ils nous regardent de loin. Donc on dit en anglais, bah, venez jouer et tout avec nous si vous voulez. Et en fait, en parlant, on apprend que en fait, c'est l'équipe qui va filmer tous les JO de basket au monde et que ça va être retransmis sur toutes les caméras mondiales et tout. Donc trop sympa. Donc on passe la soirée avec tout et avec eux. Et quand ça n'a rien à voir avec le boulot, mais c'est pas grave. Et en plus, ils disent ah c'est quoi le jeu et tout. Et mon associé Antoine qui avait peut-être pas un anglais incroyable à ce moment-là, dit le jeu il s'appelle Antoine. Donc les mecs qui sont repartis aux US en pensant que le molki s'appelle Antoine. Donc voilà, c'était ça. Mais après non, faut vraiment c'est sur un sujet, là on est plein niveau business, mais Mais tu sais que même moi, je sais pas c'est quoi le molki, hein, t'en parles, moi. ah, c'est des petits bâtons, c'est un jeu suédois, c'est un peu comme des quilles. T'as jamais vu ça Non, Bon bah je regarderai après. ouais, je cherche pas en fun du coup. Ouais, non mais c'est sympa en extérieur. Mais non, Il y a aussi un podcast dans lequel tu es passé où tu as parlé d'un séjour à la Silicon Valley, si je ne me trompe. de l'entrepreneuriat social. Ah non, ok. En gros, j'ai eu la chance le premier concours que j'ai gagné, c'était un concours qui était lancé par Live for Good. En gros, c'est le vice-président de Microsoft et sa famille, la famille Courtois. Ils ont malheureusement perdu leur fils qui s'appelait Gabriel et en son hommage, ils ont lancé un prix qui s'appelle le prix Gabriel, que j'encourage toutes les personnes qui ont un projet à impact entre 18 et 30 ans à y aller. Je suis pas payée pour ça. Mais vraiment, c'est l'incubateur qui m'a le plus aidé. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Et en gros, dans ce parcours-là, je pense peut-être 350 à postuler. On s'est retrouvés 42 incubés. Et dans les 42 incubés, donc on faisait des journées, on était en immersion pendant 3 mois. On avait en gros un mois, une semaine d'immersion, un mois et tout. Et à la fin de ce concours, donc déjà 42, on a incubé quasiment tout frais logé et tout. Enfin, incroyable. Voilà, donc c'était vraiment développer le projet. Et à la fin, sur les 42, t'as 5 lauréats. Et j'ai eu la chance d'être dans les 5 lauréates. Et dans les trucs que j'ai eu, j'ai une bourse du coup de 10 000 euros. J'avais des rendez-vous une fois par mois avec le vice-président de Microsoft. Et en plus, j'avais un voyage dans la Silicon Valley, de l'entrepreneuriat social. Et en fait, c'est avec eux, du coup, que je suis partie là-bas. Et franchement, tu reviens. Déjà, c'était ultra pollué. Ça, je me souviens d'un fleuve où, en fait, t'avais aucune notion. Ici, t'as des poubelles et tout. Là-bas, t'as un déchet. Ils disaient, pose-le là. Enfin, pourquoi tu t'embêtes? Ah ouais. Et genre, t'avais un fleuve. Tu ne voyais pas la couleur de l'eau. Parce que tu voyais que en fait, tu voyais les couleurs rouge, noir, violet, des déchets. Tu voyais plus l'eau. Ouais. Et en fait, tu te dis, waouh, j'ai dit, mais c'est pas possible cette surconsommation et ce déchet. Tu vois tout le temps des enfants avec des trucs individuels dans la bouche à se promener et tout. Et un des plus beaux moments de ma vie, je pense objectivement, du coup, c'était mi-humanitaire. On avait été ramener des trucs à des enfants et tout, et on découvrait des gens. Et là, on se retrouve dans un village qui est lancé par un entrepreneur là-bas, qui s'appelle Tony Melotto, et il y a 2 spécificités dans ces villages. La première, c'est que tant que ta maison n'a pas fini d'être construite, tu peux pas construire ton voisin, tu peux pas vivre dedans tant que ton voisin n'a pas fini de construire sa maison. Donc du fait que les gens sont hyper solidaires les uns les autres et tu t'aides. Et je me souviens, je voyais les gosses du coup courir de maison en maison et je me disais, mais à qui est cet enfant?
Donc, mais vraiment, c'était des conditions, enfin, niveau vie, on dormait sur des trucs limite par terre. Enfin, voilà, mais pour eux, c'était très, très bien. Et après, le deuxième truc aussi dans ce village, c'est qu'ils créent leurs écoles, parce qu'ils sont pas tout le temps des écoles dans ces pays-là, et ils considèrent que c'est pas la personne la plus intelligente qui va lancer sa société, mais la personne qui est le plus débrouillarde. Et du coup, après, suite à ça, ils vont repérer les petits talents pour aider ces enfants-là ou ces ados à développer leur boîte, et considèrent que le pays va sortir de la pauvreté comme ça, parce que ces gens-là font des plans d'emploi. Et ça marche super bien. Il avait sorti 1 million de personnes de la pauvreté comme ça, avec ce modèle-là. Donc voilà. Et une des anecdotes, donc je parle pas philippin, tu vois, et j'espère que c'est bien philippin compris, je me rigole. Je pense. Mais il me semble que c'est ça, et ça remonte à quelques... Ouais. Ok. Et du coup, on commence à... C'était le moment de la musique de la Coupe du Monde. Et en fait, je vois un mec qui a des énormes speakers. Et du coup, je dis aux enfants, bah venez, je vais vous apprendre la choré de la Coupe du Monde et tout, avec Griezmann, Mbappé, je sais plus ce qui était la chanson. Et alors qu'ils ont un couvre-feu, on commence à danser. Donc avec les gens de la communauté dehors, t'as d'autres gens qui font pas partie de la communauté qui viennent. Et t'avais les flics qui nous regardaient comme ça. Et en fait, on était dégueux parce qu'on venait de voyager. On était épuisés parce que bah tu dors pas dans les meilleures conditions et tout. Tu parles pas la même langue. Et en fait, t'avais une cohésion de dingue. Et franchement, c'est un de mes plus beaux souvenirs. Tu vois. C'est des trucs simples et je pense que c'est ça, en fait, Ça a le plus vraiment important. marqué au plus profond de toi. Ouais, et c'est ce qui me marque le plus. Le plus, c'est les moments avec les gens, en fait. Si jamais ma boîte, elle plantait, j'aurais refait la même société. Enfin, pas la même, du coup, mais une société avec les mêmes personnes. Ouais. Mm. Ce monsieur-là, du coup, comment est-ce qu'il gagne de l'argent avec son village? Euh, Bah, je sais pas si c'est... Je pense que ça devait être un entrepreneur qui avait réussi sa vie. Et du coup, ouais, je pense qu'il a investi. Ça se fait beaucoup... Enfin, je pense notamment par rapport aux US et tout, t'as beaucoup de sujets c'est encore un autre marché, mais t'as beaucoup de philanthropie et tout, ce qui est pas autant développé en France. Je connais pas le marché en Asie, comment ça fonctionne, mais pour moi, je pense que c'est quelqu'un qui avait dû faire fortune et du coup, qui s'est dit, mon argent, je veux qu'il serve à une bonne cause. Donc, tu me disais que tu as eu à avoir des moments d'échange avec le vice-président de Microsoft. Ouais. C'était en face-to-face ou en visio? Ouais, bah du coup, alors vraiment, moi, c'était pas mon marché. Hein. Je viens pas d'une famille ultra privilégiée ou des choses comme ça. Et en fait, c'est juste que c'est des gens. Enfin, je pense que c'est ça, tu vois. Peu importe. Lui, il me semble qu'il avait fait Schema, il a monté les gestions petit à petit. C'est une école de commerce à Lille, mais il y a des années du coup. Et tu vois, je me souviens, j'ai fait à Paris des pique-niques avec eux dans le. En fait, c'est juste que c'est des gens qui ont un bon cœur et des gens comme ça. Enfin, moi, j'en connais plein. Hein, des gens ouais. Enfin, je connais maintenant plein de PDG et tout. Mais en fait, quand tu parles la même langue. Bah en fait, tu t'en fiches. Enfin, tu t'en fiches que le mec, il ait une étiquette droite-gauche et tout. Enfin, on est juste pareil, tu vois, et t'as des choses à m'apprendre. Enfin, c'est même pas des choses à t'apprendre, c'est juste qu'on passe un moment ensemble. Et en fait, il faut juste trouver ça vrai. Et t'as plein de... Pour moi, t'as plein de patrons comme ça. Et en général, quand t'es patron, et je pense que si ta boîte, elle fonctionne, c'est aussi parce que t'es une bonne personne et que tu veux du bien pour tes salariés. Et souvent, tu vois bien, hein, les gens qui restent, c'est parce qu'ils ont des bons patrons aussi. Hein. Ouais. Et du coup, c'est un Français ou un Américain? C'est un Français. Mais là, il est parti il y a 6 mois, je crois. Donc, parce qu'il voulait se lancer dans d'autres projets et tout. Et même, tu vois, sa femme, elle est incroyable, ses 2 filles, elles sont incroyables. Enfin, pour moi, c'est toute la famille qui a développé. Et pour moi, le titre n'est pas ta personne, tu vois. Enfin, bon, ça t'implique beaucoup de responsabilités hein, quand tu gères des trucs comme ça. Et c'est incroyable. Mais pour moi, on a tous des valeurs différentes. Enfin, des valeurs et de la valeur aussi. Faut juste trouver laquelle est la nôtre, quoi. Mm. Et ton séjour aux États-Unis, comment est-ce Je qu'il suis a... pas partie au GS, du coup. C'était en France, du coup. Non, c'était aux Philippines, du coup. C'était la Silicon Valley de l'entrepreneuriat social et c'est aux Philippines. Ah, ok. Non, j'aimerais bien, mais c'est pas prévu. Ok, je comprends. Et bah, du coup, là, je vais te parler, on va parler de l'entrepreneuriat maintenant au féminin. Ouais. Dans ton parcours d'entrepreneur, tu rencontres souvent des femmes? Bah, en fait, maintenant, je suis dans des réseaux féminins, mais je me souviens qu'une fois, je me suis retrouvée à être invitée au prix de l'entrepreneur de l'année, qui était féminin. Et du coup, je me suis retrouvée avec des nanas, toutes leurs boîtes. Donc, c'est il y a 2-3 ans, elles faisaient 3, 4, 5, 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Genre, cette année-là, je crois que c'était la nana Togo qui avait gagné, Lucie. Et elle avait eu le prix et tout. Et l'année d'avant, c'était Justine de Respire. Ok. Et maintenant, je connais un petit peu toutes les deux et tout, donc c'est cool. Enfin, bref. Et moi, je me suis dit, il y a 2-3 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Genre, je veux dire, là, par contre, je me sentais pas légitime. Il y a 60 femmes en France invitées, je suis dedans. Moi, je fais peut-être 200-300 000 euros à l'année. Hein. Eux, ils rajoutent un zéro, enfin, si ce n'est plus. T'avais, ou alors, c'était la nana de, mince, comment elle s'appelle? Elle est dans Qui va être mon associé là? L'esprit de Loli. Kelly Massol. Ouais, Kelly Massol. Je crois que c'était elle. Je sais plus si c'était, elles étaient, enfin, 1 ou 2 ou 3, tu vois. Et elle était là aussi à ce dîner. Et moi, j'étais, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, on n'était tellement pas beaucoup à s'engager vraiment, enfin, autant que les hommes, que du coup, je me suis retrouvée là-dedans.
Et du coup, c'est cool, tu vois. Mais au début, j'étais, mais what? Et en fait, puis du coup, ça s'est super bien passé. Et là, par exemple, pour lever des fonds, il me semble qu'actuellement, le nombre de fonds levés par des femmes ou une femme dans l'équipe, c'est 2%. 2%, c'est rien. Mhm. T'as une vraie... Et là, moi, j'ai échangé avec une investisseuse qui gère un fonds capital. Et à la fin, elle me dit, franchement, j'aimerais aussi bien bosser avec vous parce que là, dans tous mes... elle investit dans 70 sociétés, il n'y a que 2 femmes. Dans tous les dossiers qui sont... Et elle dit souvent aussi, c'est très typé. Les femmes, ça va être de la cosmétique ou du textile. Ouais, c'est vrai. Et donc, du coup, là, on constate qu'il y a une sous-représentation. Ouais. Selon toi, à quoi elle serait due? Je pense que c'est peut-être des sujets d'éducation aussi. Et de se dire, les femmes, j'ai l'impression qu'on a souvent un plafond de verre. En se disant, non mais... je pense que et maintenant, les réseaux sociaux, ça joue un rôle de dingue. Hein. Ça va te montrer ton algorithme que tu veux et quel type de mode de vie tu veux. Moi, il y a une fille que je connaissais, genre je trouve ça dingue maintenant. T'es encore... Mais c'est ma vision. Et chacun fait ce qu'il veut. Mais genre des modèles de personnes qui ont envie du truc tradwife, etc. Tu sais, un peu femme traditionnelle, reste à la maison et tout. Oui, j'ai ça entre. Mais à un moment, tu as eu ça qui a pumpé sur les réseaux. J'étais mais en fait, il y a des femmes qui se sont battues pour les droits. Ok, ça peut être ta vision et tout, mais il faut pas non plus l'écraser parce que en fait, je pense que en tant que petite fille, c'est bien de pouvoir voir ce que tu veux toi et pas te laisser influencer. Et je pense que les algorithmes jouent beaucoup là-dedans. Donc, à quoi ce serait dû? Je pense question éducationnelle, te dire que quand t'es petit, on t'offre les mêmes chances. Moi, par exemple, mon père, je sais pas si tu as ça, mais de base, il voulait un petit garçon. Du coup, je pense que j'ai été élevée un petit peu, pas à la garçonne, mais en fait, j'ai jamais eu de différence fille-garçon. Tu vois, pour mes 8 ans, je crois qu'il m'avait réservé un karting avec 12 copines. Tu vois. Genre un truc qui serait plus connotation masculine. Un peu garçon manqué. Mais pourtant, c'était pas le cas, tu vois. Enfin, j'étais assez... en général, je suis souvent très en... C'est rare, d'ailleurs, que je suis en pantalon. Je suis souvent en robe, en bottes, etc. Et non, je pense pas du tout être un garçon manqué. Mais c'est aussi, j'ai l'impression que un peu, c'est une... C'est horrible, hein, mais je le sens des fois que c'est un peu limite une honte d'avoir de l'ambition quand t'es une femme. Enfin, moi, on m'a souvent dit, avant pour ma vie perso, là, ça va très bien, mais que genre, je pouvais faire peur aux hommes. Je dis, mais pas du tout. Enfin, dans ma vie perso, genre, je suis super douce et tout. Et enfin, j'ai le droit dans ma vie pro de me dire, en fait, c'est mes convictions, je suis engagée et tout. Et pour autant, dans ma vie perso, ça n'a rien à voir. Et quand t'entends des trucs comme ça, je peux comprendre que t'as des nanas, ça leur fait peur. Donc, je pense que l'éducation quand t'es petit, les algorithmes, et après, t'as pas de représentation. T'as peu de... Moi, quand je me suis lancée, Justine Hutto de Respire, j'étais super contente de voir qu'elle pump parce que ça faisait un peu un modèle. Ma coach, c'est pareil. Mais ouais, c'est dur en fait d'avoir des hommes, des gros entrepreneurs. Tu vois bien, des Steve Bezos, des Elon Musk et tout. Mais est-ce que toi, tu sais me citer genre 5 femmes entrepreneurs? Franchement, à part Kelly Massol dont on Ouais. vient de parler, là. Ouais, c'est ça, t'as un manque de représentation. Et aussi, déjà, t'as la solitude du dirigeant qui est présente. Et la solitude du dirigeant quand t'es une femme, waouh, c'est un vrai sujet, quoi. C'est ce que tu peux pas... Enfin, ouais, tes amis hommes et autres qui sont dirigeants aussi, ils ont pas non plus toujours les mêmes sujets que toi, tu vois. Donc, voilà. Et dans les faits, est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour une femme d'entreprendre aujourd'hui ou c'est peut-être plus facile? Alors, je pense qu'au début, c'est plus compliqué parce que tu as toutes ces barrières-là, tu as toutes ces barrières mentales qui sont présentes. Faut passer au-dessus. Mais une fois que tu as passé au-dessus, que tu as affirmé, que tu sais ce que tu veux, mine de rien, on rentre quand même dans une société qui est en train de nous créer des barrières. Enfin, pas des barrières, mais justement des ponts pour y aller. Tu as des sujets de quotas. Les fonds, ils ont normalement, il me semble aussi, des quotas pour investir avec des femmes. Tu as un peu de discrimination limite positive. Et en fait, je pense que, enfin, il faut s'en servir, tu vois. Genre, c'est... Et après, moi, c'est une femme que j'avais rencontrée à une conférence où elle disait, mais en fait, si j'avais jamais eu ce truc de quota, j'aurais jamais pu avoir l'opportunité d'être directrice parce qu'on n'aurait pas pensé à moi. Du coup, grâce au quota, j'ai eu l'opportunité. Et du coup, je trouve ça peut être des leviers, tu vois. Au début, j'étais contre, mais finalement, je suis assez pour parce que sinon, on va mettre des centaines d'années pour arriver à l'équité. Ouais. Et après, je pense aussi que cette sous-représentation-là, quelque part, c'est aussi un avantage pour les filles comme toi qui osent. Oui. Parce que du coup, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et quand tu arrives chez un marché peu concurrencé, forcément. Et après, tu as une vraie sororité entre nanas. Hein. Une sororité. Tu sais, on est un peu... C'est le côté sororité, c'est la même latine. Je crois que c'est la même racine latine de sœur. Genre, ensemble, tu as une vraie cohésion. Il me semble que ça vient de là. Et du coup, t'es très... ouais, t'as une solidarité qui est assez... Ce soir, j'ai de la merde. Mais il me semble que c'est ça. Et du coup, ouais, t'as une vraie cohésion et tu vas t'entraider. T'as pas ce côté concurrence. Ouais. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas cet instinct guerrier. Genre grégal, je crois que je sais plus comment on dit, mais grégaire. J'ai pas cet instinct. Enfin, mon instinct, c'est de faire bouger les choses. Peut-être on fonctionne pas pareil, tu vois. Tu veux pas marcher sur les autres pour avancer. Ça, du tout. Tu veux avancer avec les autres. Carrément. Après, est-ce que les femmes, on est plus comme ça? Je sais pas. Mais j'ai l'impression... je me dis, mais pourquoi je peux pas autant réussir que ma voisine aussi? On n'est pas...
En vrai, je pense que ça dépend du profil, hein. Peut-être. Ouais, je sais pas. C'est une discussion ouverte, donc j'en sais rien. Ouais, je pense aussi, hein. Et mais même, j'ai remarqué que, tu vois, ceux qui font des vidéos sur les réseaux, moi, c'est mon avis, hein, mais j'ai l'impression que les filles font plus de vues plus facilement que les garçons, par exemple. Ouais, t'as aussi le côté bah, esthétique, tu vois. Ouais, c'est con. Ouais. Et bah, c'est aussi, mais je pense qu'en fait, ça doit être homme comme femme, c'est travailler là-dessus. Genre la valeur d'une personne. Bah, déjà, on va tous vieillir, on sera plus tous pareils et tout. Et je pense aussi qu'il faut changer les modèles de réussite. Quand tu vois des modèles de réussite, c'est du Dubaï, des choses comme ça, bah, en fait, est-ce que c'est vraiment ça qui va te rendre heureux? Genre, est-ce que tu vas pas être plus épanoui à... En fait, c'est ça, c'est pourquoi le modèle de réussite, c'est ça aujourd'hui? C'est de la surconsommation et tout. Moi, j'ai rencontré des entrepreneurs, ils savent même plus combien de voitures de luxe ils sont ou où elles sont. Parce que, en fait, c'est plus ça leur valeur. Ou là, j'étais avec un DG, il y a 2 semaines, j'ai mangé. On mange ensemble, il s'est acheté la voiture de luxe de ses rêves, décapotable et tout. Et en fait, il la prête à ses potes. Parce que lui, il s'en fiche. Ouais. Genre, il a dit, la dernière fois, il disait à sa femme qu'il allait la vendre. Et ça faisait, je crois, 2 ans qu'elle allait l'acheter. Mais il lui a dit, mais t'en as tellement rêvé. Il me fait, bah ouais, mais mon bonheur, il n'est pas là. Ouais. Et je pense qu'en vrai, c'est bien de s'en rendre compte tôt, parce que sinon, tu vas courir contre une quête, et quand tu vas la voir, tu vas te faire, ah bah c'est ça. Bah ouais, elle est plus belle que ma voiture, mais est-ce que ça me rend plus heureux? Bah ça va peut-être te rendre plus heureux 3 mois. Mm. Et Donc, après, donc là, après, ma vision, hein. ouais, je constate en fait que toi, selon ta vision, l'argent ne fait pas le bonheur. Je pense qu'il y contribue. Il y contribue. Il y contribue, je vis plein de choses et tout, et j'espère bien gagner ma vie, mais pour faire des choses, tu vois, moi, par exemple, j'adorais... Ouais, c'est ça, je sais pas pourquoi, depuis toujours, j'ai envie de me dire, j'aimerais bien monter une fondation. Bah, va monter une fondation si t'as pas d'argent. Ouais. Donc, et puis même, hein, ouais, l'argent, il contribue largement, hein. C'est les investissements qui permettent de payer tes salariés, de développer des podcasts, des choses comme ça, tu vois. Regarde, tu t'épanouis là-dedans et t'as quand même du budget pour acheter tes caméras, des choses comme ça. Donc, ça y contribue. Ouais. Et pour toi, quelle est ta définition du bonheur? Euh, Si tu en as une, hein. je pense que c'est être aligné avec soi. Genre, être entouré de bonnes personnes. Genre, vraiment, tu te dis, mais... Enfin, en fait, tu le ressens, tu vois. Genre, moi, j'ai pas de définition. C'est genre Moi, je sais que je suis heureuse. Ouais. Ok. Et c'est vraiment. Et je pense que là, je peux te dire, depuis 3 ans, je suis heureuse. Genre, je suis alignée avec. J'ai des hauts et des bas, mais enfin, globalement, je suis heureuse. Je suis entourée de bonnes personnes. Je suis vraiment alignée avec qui je suis. Je sens au fond de moi que je suis à la bonne place de là où je veux être. Ouais. Et je souhaite à tout le monde d'y être, tu vois. Depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'avant, tu n'étais pas forcément vraiment aligné de tes valeurs. Si. Avant, je pense que je brûlais la corde un peu par les deux bouts, dans le sens, j'avais mes études, j'avais ma boîte. En fait, je faisais trop de choses. Et du coup, je n'avais pas de temps. Je pense que, on parlait de santé mentale et tout. J'avais pas le temps de prendre soin de moi non plus. Et je pense que la boîte est un des facteurs. En ce moment, ça prend peut-être un peu plus de place, mais c'est un des facteurs de mon épanouissement. Mais autant que le sport, autant que mes copains, autant que des fois j'aime bien sortir, autant que ça, tu vois, parce que ça me rend heureuse. Je suis une extravertie. Et autant que ma famille, enfin, autant que mon copain et tout. Genre, c'est tout. C'est un petit peu de tout. Faut un petit peu de tout. Ouais. Et que penses-tu du business en famille ou entre amis? Ou l'association avec la famille ou avec les amis? Moi, je l'ai pas expérimenté. En gros, mon associé, il est arrivé après que j'ai lancé la boîte. Ok. Et on est devenus amis avec le temps. Et je pense que c'est quand même compliqué parce que, vas-y, moi, j'adore mon père, tu vois. Et plusieurs fois, il se dit par exemple, je me vois pas du tout manager mon père, tu vois. Genre, c'est vraiment, on est Compliqué. niveau caractère, pas possible, hein. Et du coup, je me dis, ça dépend des gens. Je pense que c'est au cas par cas. T'as des gens, ça se trouve, ils fonctionneront super bien ensemble. T'as des couples, ça se passe super bien et au contraire, c'est un levier. Après, ça dépend de toi, de ce que tu veux aussi. Moi, pas question que je rentre à la maison, j'aime bien tout scinder. Je rentre chez moi, je me retrouve à parler de business et tout, alors que je sais que pour mon équilibre, parce que je me connais bien, c'est important d'avoir ma vie à part. Bah non, hein, genre, pour moi, ça marchera pas. Ouais. Après, avec des amis, pourquoi pas, mais il faut être animé, il faut savoir que en fait, je pense que ça marche bien. C'est dès le début, c'est très défini sur qui fait quoi. Genre, moi, je suis bon en finance, toi, t'es bon en commerce, enfin, en finance, commerce, toi, t'es bon en marketing, logistique et tout. Et si vraiment chacun a son domaine et on se complète, oui. Mais en fait, faut pas que tu le penses amical, faut savoir profil d'entrepreneur. Ouais. J'ai reçu beaucoup de personnes ici, du coup, qui avaient plus ou moins le même discours, de définir le qui fait quoi. Ouais. Et lorsque tu es à la maison, tu réagis comme si tu étais à la maison. Lorsque tu es au travail, tu réagis comme si tu étais au travail. Donc, grosso modo, savoir faire la part des choses. Comment est-ce que tu gères tes finances aujourd'hui? Perso ou pro? J'ai des outils de pilotage par société où toutes les semaines, on fait un point de trésor.
Du coup, on fait attention aux charges passées, aux charges à venir, au chiffre d'affaires, la différence entre réalisé et pas réalisé. J'ai quelqu'un en alternance qui est super, qui m'aide sur ça. Donc, toutes les fins de semaine, elle m'alerte. Elle me dit ça, c'est bien, ça, c'est pas bien et tout. Donc, c'est trop bien. Et après, j'ai fait des enfin, comme dirait mon comptable, j'ai un avion de chasse en termes d'outils de pilotage. Et ça, c'est important. Je mets des capiers à mes équipes et tout. Ouais. Et est-ce que tu es dans cette optique bon, du coup, pour tes finances perso, est-ce que tu es dans cette optique de réinvestir sur toi, aller payer des formations, aller à des masterminds, des trucs comme ça, ou Bah, je pense que plus le podcast, déjà les podcasts, en vrai, t'as des masterclass gratuites. Donc, Ouais. moi, je suis plutôt très podcast. Je lis un peu quand j'ai le temps. Donc, un petit peu là-dedans. Et après, ma coach, tu vois, genre, c'est en fait, par chance, c'est vrai. je pense que je la paie pas. C'est avec Réseau Entreprendre, donc c'est bénévole. Mais par contre, je pense que je deviendrai coach un jour et je redonnerai ce que j'ai reçu. Pour moi, c'est ultra important. Et écoute, pour l'instant, non. En fait, j'ai la chance, je pense, d'être arrivée à un moment où j'ai rencontré plein de gens. Et en fait, je me suis entourée des bonnes personnes. Donc, ils m'apportent ce que j'ai besoin. Par contre, je suis pas fermée. Si un jour, si un jour il y a besoin, pourquoi pas? S'il y a un truc vraiment. Mais tu vois, je pourrais très bien payer un coach de sport, c'est la même chose. Ouais, si. Ok. Comment vois-tu l'évolution de ton entreprise dans 5 ans? Bien. Non, en vrai, déjà, un truc bizarre, je me suis fait la réflexion il y a 6 mois. Je pense que maintenant, je me dis que je suis chef d'entreprise. Je pense que maintenant, j'ai la posture de chef d'entreprise. Avant, j'étais Tu l'étais voir? non, enfin, avant, j'étais plus entrepreneur, tu vois. Et maintenant, je sais que je suis chef d'entreprise. Genre vraiment, je donne le cap, je me sens alignée et je sens que, genre là, ça y est, genre maintenant, j'ai les épaules, roule-moi dessus, je m'enlève. Genre là, je sais que j'ai eu des gros trucs et je suis en capacité de. Et ça, tu l'apprends qu'avec les épreuves. Et avant, non, j'avais un peu du mal de me dire, moi, je dirige une boîte et tout. Genre, j'étais moins alignée avec ça, tu vois. Genre, c'était. Donc déjà, maintenant que je suis alignée avec moi-même, c'est vraiment me dire être heureuse. C'est mes moteurs premiers. Créer des emplois. Moteur second, parce que je pense, tu as une métaphore, c'est ma coach qui m'a dit ça, un peu comme les lions. La lionne, elle va d'abord se nourrir, puis pour nourrir les autres, pour avoir de l'énergie pour s'agir pour les autres. C'est un peu la même dynamique. Il faut que tu prennes soin de toi pour aider les autres. Donc, premier truc, être heureuse, avoir un bon équilibre vie pro, vie perso, parce que ça va découler sur la boîte. Et suite à ça, développer du coup le reconditionnement avec des centaines d'opticiens partout en France, développer des usines de reconditionnement partout en France. Pourquoi pas les pays limitrophes, parce qu'on a de la demande, etc. Mais je suis quelqu'un qui va vachement tâter le terrain entre ce que je préfère. Enfin, dans 3 ans, ce que je te dis là, ce sera caduc, hein, je pense. Mais vraiment me dire, là, c'est de la bonne opportunité à l'instant T, on y va. Mais est-ce que ce sera toujours le cas dans 3 ans? Bah non. Du coup, je fais des allers-retours entre mon feeling et ce qui se passe vraiment en bas. Est-ce que tu te vois faire d'autres business? Ouais, par contre, je pense. Je serai entrepreneur toute ma vie. Enfin, je pense vraiment, j'aime trop la liberté. Travailler, non? Comme je te disais, j'ai fait des jobs étudiants. Et du coup, non, mais à part ça, quand j'étais petite, je faisais les marchés. C'était horrible. Je me levais je crois qu'on devait être à 6 heures sur le marché et tout, où j'ai planté les fraises et tout. Enfin, c'était fatigant, franchement. Et je suis pas la plus matinale en plus, donc 5 heures du matin, c'était l'horreur. Enfin bref, donc non, mis à part ces trucs-là, j'ai pas travaillé. Et ouais, je pense que j'en ferai d'autres. Enfin, j'ai deux, trois autres idées de choses que je ferai. Enfin, j'ai une note dans mon téléphone. Dès que j'ai une idée, je Tu l'écris. notes la voix et puis. Ouais, je l'écris et j'en parle. Et si je redors dessus, mais là, c'est pas le prendre plan B. Je préfère être à fond là-dedans. Ouais. Et tu peux pas mettre la même énergie. Je préfère aller à fond là-dedans. Mais je pense que j'ai le profil d'un entrepreneur plutôt que d'un gestionnaire. C'est-à-dire que quand ma boîte, elle va rouler toute seule, je mettrai quelqu'un qui sera meilleur que moi en gestion. Ouais. Moi, je suis forte dans. Trouver vos idées, Pep. Ouais, développer quand il n'y a rien. Genre, moi, ce que j'aime bien, c'est quand il faut tout créer, quand il faut créer. Alors que tu as des gens, ils vont être excellents pour optimiser et tout. C'est pas mon profil. Voilà. Tu n'as jamais, bon, je dirais pas que tu n'as jamais, mais la première entreprise que tu as montée, c'est celle que tu gères en ce moment. Ouais. Mais quel est ton rapport à l'échec? J'ai eu un bel échec. En gros, avant que Zach Collection soit des corners de seconde main pour les autres reconditionnés, on voulait développer notre propre collection de lunettes. Et du coup, on avait créé une matière. Donc, on a fait de la R&D et tout, on a eu des subventions. Et on avait créé une matière à partir d'huile de ricin et coque d'amande. Et l'idée, c'était de planter la lunette, comme ça, elle était biodégradable. On voulait faire ça en complément et tout. Et en fait, pour industrialiser le process, pas de savoir-faire en France, on avait fait plein d'erreurs et tout. Il fallait notamment partir en Chine, parce que là-bas, ils savent tout faire. Et en fait, ça va pas avec mes valeurs. Du coup, j'ai arrêté le projet, alors qu'il y avait 100 000 € investis dedans. Là, tu as 22 pièges. Et tu te dis, bon, je vais faire confiance à la vie. Et suite après, en fait, il y a plein d'opticiens indépendants et des enseignes qui sont venus taper à la porte. Ils ont dit, on voudrait du reconditionné.
Et en fait, je pense qu'il faut suivre vraiment, là, c'était le truc où je me suis dit, waouh, le destin, ça existe. Mais du coup, ouais, ça, c'était dur. Franchement, c'était chaud. Et puis, tes équipes, elles avaient bossé pendant 1 an dessus, sur la com, sur la logistique, sur le packaging et tout. Et là, c'est aussi de te dire, bon, bah, faites-moi confiance. Je sais ce que je fais. Je sais pas du tout ce que je fais. Enfin, mais tu crois au fond de toi. Tu dis, il y a un truc. Donc, ça, c'était complexe. Et ouais, peut-être qu'un jour, je reviendrai dessus, tu vois, j'en sais rien. Mais tu n'as jamais eu de moment où concrètement tu t'es demandé si tu devrais arrêter? Ah si, mais j'en ai plein, hein. Franchement, des fois, je parle beaucoup de santé mentale, mais des fois, tu te fais écraser, hein. Là, mon mois de septembre, il est violent, hein. Franchement, je fais une rentrée, tout ce que j'ai mis en place en juillet-août, tout le monde était en congé, bah, ils me reviennent tous là maintenant, hein. Là, en ce moment, je fais des journées de 10 heures. Et en plus, mon associé est en congé. Du coup, genre, je me fais un peu écraser. Mais en fait, ça va, tu vois. Mais je ferai pas ça un mois, hein. Genre, c'est mort là. Donc, mais c'est juste la rentrée. Et là, je me dis pas que je vais arrêter parce que j'aime bien, moi, la satiété, mais il y a des moments, ce qui est compliqué, c'est quand tu lances des trucs et ça prend pas. Ouais. Genre vraiment, tu dis, waouh, mais ça vient pas, il y a que des merdes à gérer et tout. Là, tu t'es. Et là, il faut que tu écoutes ta petite voix et enfin, en fait, il faut vraiment. Est-ce que tu le fais parce que tu aimes ton idée et t'as la flemme, t'as investi trop et tu veux laisser tomber, ou est-ce que vraiment tu penses qu'il y a un truc? Et pour moi, seulement si tu penses que vraiment il y a un truc, tu y vas. Parce que si t'es pas sûr et tu veux juste y croire et tout, et t'es pas convaincu à 100%, bah, enfin, un bon test, en vrai, tu parles de ton idée aux gens, et si tu vois les étincelles dans les yeux des autres, et qu'ils sont ultra convaincus, bah, pour moi, vas-y, tu vois. Mais si par contre, ils sont, ah, mais il faut changer ça, 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 ou ça, ah ouais, c'est pas mal, enfin, ça pue, tu vois. Il faut être honnête avec toi-même, hein. C'est dur, hein. Ouais. T'as plein de gens, ils sont hyper amoureux de leurs idées et tout. Ouais. Et je crois que t'as un truc, on m'avait dit ça. En gros, la première année, t'as 9 boîtes sur 10 qui plantent. Donc, en gros, il en reste 10%. Et après, il y a quelqu'un qui m'a dit, t'as la vallée de la mort. Donc, de 2 à 5 ans, t'as que 20% qui tiennent. Et du coup, ça veut dire que t'as 10% de 20%, donc 2% au bout de 5 ans qui sont encore là. Oh. Et tu l'as déjà traversé cette vallée? Bah, sur la première boîte, oui. Et bah, on est en plein dedans, quoi. Ok. On est sur la fin, normalement. Et ouais. Ouais, bon, jusque-là, tout va bien. Faut savoir. Du coup, quel conseil donnerais-tu aux jeunes ou aux femmes qui souhaiteraient se lancer en trop? Bah, écouter son feeling. Genre, est-ce que c'est le bon projet, tu vois? Genre, est-ce que je le fais pas parce que. Enfin, faut pas. Faut déjà savoir être un bon entrepreneur, mais faut aussi savoir. Enfin, après, ça dépend quelle dimension tu veux de la boîte. Est-ce que tu veux. L'entrepreneuriat, pour moi, c'est tout. Tu vois, l'entrepreneuriat, c'est un podcast. L'entrepreneuriat, c'est de boulangerie. L'entrepreneuriat, c'est de multinationale. C'est. Toi, t'es fait pour quoi? Déjà, te bien te connaître. Toi, t'es fait pour quoi? Se faire bien entourer. Bande de bienveillance quand c'est la bonne taille. Coach, psy. Incroyable. Coach de sport, si tu veux, à la limite, voilà. Donc, bon équilibre vie perso. Et après, bah, faire attention à la trésor. Ça, c'est un truc très important. Ouais. Parce que tu as combien de boîtes qui sont plantées parce qu'ils n'avaient pas bien géré leurs outils de pilotage, leur trésor, leurs finances. C'est important de traquer. Ah ouais, bah moi je traque toutes les semaines, c'est ce que je te dis. Est-ce que tu as des routines qui t'aident à rester productive, motivé au quotidien? Je fais du sport 3 à 4 fois par semaine. Ah ouais, quand même. Ouais, j'essaie. Je fais tout. Hier soir, j'ai testé le Pilates. Mais je fais ça. Non, mais sinon, je fais genre des trucs genre body attack, circuit training. Tu sais, c'est un peu comme du crossfit. Je connais pas. Ok. Bah, du coup, c'est genre des sauts sur des box, c'est très dynamique. Enfin, tu sais, c'est les trucs où tu te pèses, des trucs très sportifs. Ok. Je cours aussi. Donc, mais après, en fait, des fois, je fais que, tu vois, genre 5 kilomètres. C'est juste, j'ai besoin de. Ouais, non, mais en fait, j'essaie de faire un petit peu de tout pour me dire, je sais que c'est. En fait, je me connais, je sais que c'est dans mon équilibre. Et ça, c'est ma psy qui m'avait donné ça. Elle me dit, et un petit peu ton tiroir de quand ça va pas, ou justement, genre, c'est quoi tes petites ressources pour que ça aille. Du coup, maintenant, plutôt que les avoir quand ça va pas, bah, je le fais quand ça va. Donc, moi, c'est des moments off avec ma famille, mes proches et tout. Mes amis, parce que je suis une ultra sociale, donc j'ai besoin de sortir avec eux, j'ai besoin de prendre des verres, etc. Et après le sport. Et ainsi, un truc que je fais, et ça, c'est en gros, tous les 3 mois, tu connais un peu le concept de vision board? Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, tu mets des trucs que tu voudrais avoir dans ta vie. C'est ça. En mode En général, tu le fais sur une année. Et moi, tableau. je trouve que c'est trop long. Et du coup, tous les 3 mois, je prends mon bouquin. Genre, j'ai un petit truc où j'écris. Et en fait, je me dis, dans 3 mois, voilà ce que je veux ressentir. Genre, vraiment, en fait, c'est bien beau, mais le matériel, pour moi, c'est pas un truc qui me touche. C'est comment je veux me sentir dans 3 mois. Je veux me sentir épanouie, je veux me sentir. Enfin, je sais pas, il y a plein d'émotions, comment tu peux te ressentir. Et dans chaque domaine, comment je veux aller. Au sport, je veux faire ça, ça, ça. Ouais. Au niveau boulot, je veux faire ça, ça, ça. Des choses très concrètes. Et en fait, inconsciemment, j'ai l'impression que ça m'aide. Mais je le fais que sur 3 mois. Mais ce qui est réalisable dans 3 mois, hein. Je vais pas te dire, je vais te faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires sur 3 mois. Tu vois, genre, c'est pas. Ça me fait penser à une pratique dans le développement personnel où ils disent qu'il faut visualiser quelque Ouais. chose
pour y arriver. Ouais, c'est un peu ça. Bah, je fais de la visualisation écrite, je pense, un truc comme ça. Ok. Donc toi, tu y crois. Bah, je pense que c'est bien de savoir où tu vas quand même, ouais. Ouais. Parce que tu cours où, tu vois, si tu... Puis, à quoi ça sert aussi? Pose-toi la question de... Hmm. Euh, Quelle a été la plus grande leçon que tu as apprise depuis le début de ton parcours? Que ça passe vite. Je pense qu'il faut... Mais ça, c'est plutôt mon histoire perso. Mais enfin, non, si, c'est que le plus important, c'est les gens. Genre, vraiment. C'est... Enfin, au final, des sociétés, c'est des hommes et des femmes, hein. Pour moi, le plus important, c'est les gens. C'est ça la chose la plus importante. Bien s'entourer des gens. Ouais, bien s'entourer, et c'est des moments de vie, tu vois. Enfin, le jour, c'est un peu horrible, enfin, horrible de dire ça, mais les jours où tu vas partir, ce que tu vas te souvenir, c'est les moments de rigolade avec tes équipes. Ce qui te fait vibrer, c'est ça. C'est les moments où tu es ensemble, c'est pas les réunions où tu mets. Enfin, ouais, c'est vraiment ça. C'est les moments avec les gens, pour moi, c'est. Et c'est mon essence à moi, c'est ce qui me fait vibrer. C'est puis quand t'arrives à. Enfin, des fois, je fais des conférences et tout, et quand t'arrives à faire passer des émotions aux gens, un des plus beaux compliments qu'on m'a fait, une fois, je donnais une conférence, je pense que j'avais 23, 24 ans. J'étais très mal pris, tu vas comprendre pourquoi. Il y a une nana de 17 ans qui vient me dire oh, quand je serai plus vieille, j'aimerais trop être comme toi. Je me dis bon, quel âge je m'ai donné. J'ai demandé 4 ans, enfin, peut-être 5 ans d'écart. Je me dis bon, c'est pas grave, j'étais même encore plus jeune, je sais plus. Mais en fait, quand t'arrives à faire ressentir ça à des gens, tu te dis mais enfin, ça sert à quelque chose, tu vois. Si elle s'est dit ah bah ouais, c'est possible d'entreprendre, et bah ça fait plaisir. Hmm. Donc, ouais. Comment tu gères le trac quand tu fais des conférences? Parce que tu dois être un peu. Alors, en vrai, non, mais j'ai fait 10 ans de théâtre. Donc, je pense que ça ajoute de dingue. Ouais. Et ça, Cool, ça c'est mieux que l'école. Genre, de rien. ça change tout. Mais ça, c'est un truc de dingue, hein. Enfin, mais moi, je prends du plaisir, hein. Ah ouais? Et mais une anecdote, si, j'ai fait le Jamel Comedy Club pour Zach. Ouais, ouais. Sérieux? Ouais, ouais. Et ça, en vrai, ça c'est... en gros, c'était un programme qui s'appelait La Scène, en lien avec un incubateur à Paris. Et tous les ans, il y avait 5 entrepreneurs qui montaient sur le Jamel Comedy Club. Et on était pitchés, enfin, n'importe quoi. On était formés pendant 1 mois par un réalisateur qui avait produit je sais plus combien de films. Enfin, je ne sais pas trop dire son nom. Je suis un peu nulle en cinéma. Et du coup, il m'a dit le plus beau compliment de ma vie. Quand tu as fait 10 ans de théâtre, il m'a dit toi, tu as un talent pour être actrice. Je ne l'ai pas du tout exploité. Et du coup, je suis passée sur la scène du Jamel Comedy Club. Ouais. Et du coup, il y avait 300 personnes dans la salle. Enfin, je sais plus combien il y en avait. Non, c'était petit. Enfin, je sais plus. C'était... Ah non, mais ça fait beaucoup, hein. Ouais, non, mais c'était ouf, tu vois. Genre, et ça, c'était trop bien. Et moi, j'aime bien, en fait. Moi, rien que quand je passe devant la classe, déjà, c'est. Tu vois, moi, je sais pas que je suis en stress, mais voilà quoi. Ouais, Pas naturel. mais c'est là où t'es bon. Enfin, trouve le truc où toi, t'es bon. Moi, je sais que ça me fait vibrer. Je sais que c'est ça. Moi, j'adore ça, tu vois. J'adore parler aux gens. Genre, je suis une pipelette. Enfin, je crois que ça se voit, tu vois. Et depuis toute petite, je pense que je suis faite pour ça. Et le théâtre, mais vraiment, banger. Ouais. Mais tu fais bien de l'exploiter, du coup, en faisant des podcasts, des Ouais. références. Franchement, ouais, c'est top. Et un truc aussi, si un conseil que je peux donner, c'est faut pas hésiter à mettre les pieds dans le plat. Genre vraiment comme dans toute relation, quand t'es pro, perso, collaborateur, c'est dire clairement les choses. Enfin, parce qu'en fait, sinon tu te mets dans la tête ce que les gens ils ont. Et ça, et le théâtre, ça aide vachement. T'apprends à communiquer, tu travailles tes émotions et tout. Et ça aide vraiment dans Ok, la vie pro. très bon conseil. Est-ce que tu te vois faire éventuellement du cinéma ou... Non, 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 non. Le podcast, c'est bien. J'aimerais bien qu'il se développe bien, tu vois. Ouais. Donc, ouais, ça c'est un truc que je kiffe bien, mais il faut du temps. Ouais. Et ouais, enfin, moi, j'ai la création visuelle. Enfin, je sais pas, en fait, pour moi, c'est pareil. C'est un support pour faire passer des messages, pour créer, pour passer des bons moments. Donc, voilà. Et en plus, ce talent-là aussi, tu pourrais l'exploiter en faisant des vidéos YouTube. Ah, mais ça, vu le temps, le montage et tout. Alors, par contre, le montage, mais ça doit tellement pas être mon truc. Moi, j'aime bien être dans l'instant présent. Tu as délégué. Ouais, 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 ouais. Donc, Mais ouais, ok. Et dernière question. Si tu devais avoir un dîner à table avec 5 personnes, aussi bien vivantes que décédées, qui est-ce que tu choisirais pour savoir en fait quelles sont tes sources d'inspiration? Tony Parker. Le mec, je trouve qu'il est incroyable. Déjà, je pense que pour être arrivé à son niveau professionnel, je pense que ça doit être dingue. Et après, surtout, sa reconversion. Le fait ouais, mais surtout, il est dans plein de domaines différents. Donc, ça, hyper touchant. Justine Hutto, je l'ai rencontrée, j'ai fait une conférence avec, et je trouve que la nana, elle est vraiment ce qu'elle a l'air d'être. Enfin, je l'ai vue qu'une fois, mais ça a l'air d'être une bonne personne, et elle a fait une très belle boîte très vite et tout. Après, dans les personnes... Après, c'est des personnes qui sont dans mes proches, ouais, genre, enfin, ma famille, j'en suis très très proche, et attends, des gens qui m'inspirent, j'aimerais bien rencontrer. En vrai, tout ce qui est domaine politique aussi, je pense que c'est des domaines tellement à l'opposé de qui je suis. Simone Veil, tout ça?
Ouais, bah, enfin, peu importe. Mais je pense que en fait, c'est des gens qui ont des convictions, ils sont engagés et tout. Et comprendre la personnalité d'une personne comme ça, je pense que ça doit être super intéressant. Et je pense que toi, tu dois être tellement pas d'accord sur plein de choses que ça doit t'apprendre beaucoup. Euh, et après, ah bah Obama, tu vois, lui, ça doit être incroyable. Enfin, lui, je trouve il est très fort. Et j'avais lu le bouquin de sa femme. Michelle Obama. Ouais. Et ouais, non, je pense que 3, ça te va. Ok. Ah, c'est cool. En plus, toi, je te vois bien faire de la politique, hein. Ouais. Ça va. Non, je pense que avec le mouvement Impact, je suis un peu engagée, mais c'est pas de la politique, c'est tu portes des convictions, tu vois. C'est différent. Il n'y a pas un modèle qui est écrit sur le mouvement, mais c'est vraiment de se dire. Enfin, en fait, je trouve que tu es plus acteur quand tu es dans ta société, quand tu es dirigeant, tu agis avec les gens directement et tu trouves des solutions. Enfin, c'est ce que j'aime, tu vois. Genre, je préfère être ou alors à la limite, non, enfin, j'allais dire je serais mère, mais non, je me vois pas du tout mère. Mais c'est dans le sens, c'est un peu le même logique, tu vois, t'es près des gens. Ok. Voilà. Je vois. Donc voilà. Bon, bah, en tout cas, merci beaucoup Avec d'être plaisir. passé dans le podcast. C'est un plaisir de... Bah, j'espère qu'il y a des trucs qui t'auront inspiré ou que ça te servira. Ouais, non, si, t'es très inspirant et j'espère que ceux qui vont le regarder, pareil. Et si vous avez des questions, vous pouvez me suivre sur LinkedIn. Ok, ouais, c'est important. Ça, c'est Ophélie Van Bromersch. Il faut chercher VAN vu le nom de famille. Je Je pense que mettrai c'est. la Ouais, ça description. marche. Et après, les réseaux de Zach, je peux les dire. Ok. C'est Lunettes de Zach avec un S à lunettes et Zach ZAC. Et voilà. Et après, on a une boutique dans le Vieux-Lille et je suis toujours ouverte quand j'ai du temps pour discuter, pour aider. Donc voilà. Merci pour l'invitation, c'était super. Et les bureaux sont magnifiques. Merci. Très bien, les amis, comme vous avez pu le voir, le podcast il est terminé et il était très intéressant. Comme je l'ai demandé au début, likez, abonnez-vous et surtout partagez. Ne gardez pas ça que pour vous. Et moi, je vous dis ciao, à la prochaine.